La radio des émissions. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Vivre aux Ulysses, la web radio des Ulyssiens, le média qui vous donne la parole. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro, toujours avec vous pour vous accompagner dans cette crise sanitaire. Avant de commencer, toute l'équipe et moi-même tenions sincèrement à vous remercier. 2000, vous étiez plus de 2000 à regarder notre première émission, c'est juste incroyable, merci. Jamais on n'aurait pensé faire autant pour une première. Vous avez été aussi nombreux à réagir pendant l'émission, vos remarques, on les a prises en compte. D'ailleurs, l'une d'elles était qu'on ne s'était pas du tout présenté. Alors, tout d'abord, toutes nos excuses, bien évidemment, et on efface tout. On va remédier à ça tout de suite, avec honneur aux dames ce soir, à la co-animation avec moi, Juline et Agère. Bonsoir mesdames. Bonsoir Charles, bonsoir tout le monde. Alors, se présenter, j'ai 27 ans, j'habite aux Ulysses maintenant depuis 7 ans. D'abord au Bois du Roi en colocation en tant qu'étudiante, et maintenant au Mont Ventoux où je m'y sens très bien. Bonsoir, donc moi je m'appelle Agère, j'ai 35 ans, j'habite aux Ulysses depuis toujours et dans le quartier des Bergères. Et à ton tour Charles, présente-toi. Bon, moi pour faire vite, moi c'est Charles, ulyssien depuis quasiment toujours. J'ai aussi été parisien pendant 3 ans. Bon, vous inquiétez pas, on fait tous des erreurs, c'était une principale de mes erreurs d'être parisien un jour de ma vie. Mais oui, bon, comme moi. Grave. Ah bah on est deux, voilà, comme ça, on salue aussi les Parisiens s'ils nous écoutent. Et j'en profite aussi pour saluer Will, notre chef réalisation, qui Bonsoir, est aussi Will. un ulyssien, faut le noter, du Mont Ventoux oui. je crois. Bref, c'est pas grave, il veut pas nous le dire. On attaque tout de suite avec le sommaire de l'émission, Juline. Oui, quelques nouveautés comparées à la semaine dernière. Donc tout d'abord, l'actualité qu'on va retrouver. Ensuite, la Minute Culture, présentée par Colombine, qui s'ensuit de l'action locale et solidaire. Autre nouveauté, la rubrique L'Ulyssien confiné, animée par Agère. Et pour finir, bien sûr, la parole aux Ulyssiens. Alors notre mission c'est toujours la même, vous informer, mettre en lumière les Ulyssiens, les commerçants et les associations de notre ville. Vivre aux Ulysses, il est 18h02, place à l'actualité. Et on démarre cette actualité avec un petit message, Juline. Oui, aujourd'hui, c'est une journée nationale du souvenir, donc nous en profitons pour célébrer la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on enchaîne avec un point sur la situation de la ligne B du RER. Suite aux annonces du gouvernement relatives au confinement et aux mesures qui seront prises pour sa sortie, l'offre actuelle de transport de la ligne B est maintenue jusqu'au dimanche 10 mai 2020. Leurs équipes travaillent bien évidemment à un dispositif comprenant de nouveaux horaires qui sera progressivement mis en place à partir du 11 mai. Pour rappel, la ligne B du RER circule sur sa totalité de 6h à 22h tous les jours de la semaine et sur la partie sud, à partir de 22h, des bus de substitution assurent les liaisons entre Denfert-Rochereau et Saint-Rémy-les-Chevreuses. Alors soyez prudents avec cette période de confinement, de plus en plus d'escrocs sévissent. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, si vous pensez être victime d'une escroquerie, vous pouvez contacter Info Escroquerie au 08 05 80 58 17. Tous les numéros que je vais pouvoir vous citer pour cette première partie seront dans notre répertoire qui a été mis à jour et qui se retrouvera bien évidemment sur notre page Facebook. Composée de policiers et de gendarmes, la plateforme Info Escroquerie est chargée d'informer, de conseiller et d'orienter les personnes victimes d'une escroquerie. Alors, on enchaîne avec le SIOM qui reste mobilisé, mais qui adapte ses services pendant le confinement. Le SIOM de la vallée de Chevreuse et ses prestataires ont mis en place un plan de continuité pour assurer le maintien du service public de collecte des déchets dans les 21 communes de son territoire. Nous vous informons qu'à ce jour, les collectes des ordures ménagères, des emballages, du verre, des déchets verts, des encombrants et des déchets d'équipements électriques et électroniques sont assurés normalement. Par contre, les accès à la déchetterie ressourcerie de Villejuste est fermé jusqu'à nouvel ordre. Pour terminer, pour aider et protéger nos éboueurs dans leur travail, voici quelques consignes toutes bêtes mais qu'on vous demande à mettre en place. Premièrement, les ordures ménagères doivent être impérativement mises en sac fermé dans les bacs à couvercle gris ou grenat. Assurez-vous que les bacs sont bien fermés et avant et après chaque sortie, désinfectez les couvercles et les poignées. Sortez vos bacs avec des gants et seulement s'ils sont pleins. Tous les déchets doivent être déposés dans les bacs et les points de collecte prévus à cet effet et en aucun cas sur la voie publique. Bonne nouvelle pour les passes Navigo, ils vont être remboursés. Est prévu le remboursement intégral des passes Navigo à tous les abonnés pour le mois d'avril et les 10 premiers jours de mai. Cela concerne les abonnements Navigo mensuels et annuels, Navigo Senior et la carte Imaginaire. Pour se faire rembourser, il faudra se connecter sur la plateforme dédiée qui sera mise en place fin mai.
On enchaîne avec les masques, saison 8, épisode 12. On en sait un petit peu plus au niveau de leur distribution. Oui, dès le 29 avril, il faudra vous inscrire par téléphone pour venir chercher votre masque. La distribution se fera au mois de mai sur rendez-vous dans 10 lieux différents à proximité du domicile. Une livraison serait possible pour les personnes de plus de 62 ans ou vulnérables. De ce que nous savons déjà et des retours que nous avons pu avoir, certaines personnes ont déjà reçu leur masque. La chance. Pour les étudiants en difficulté, un numéro d'appel a été mis en place. Il existe des aides spécifiques pour les étudiants en situation d'urgence ayant besoin d'un soutien financier. Afin de renseigner ces étudiants sur ces aides, un numéro d'appel est mis en place, le 08 06 00 02 78, que vous trouverez également dans notre répertoire. Et attention, avec cette période de confinement, pensez bien à remplir votre déclaration d'impôt. Oui, c'est passé un petit peu à la trappe, on en a peut-être un petit peu moins parlé dans les infos, mais la déclaration de revenus est disponible en ligne sur le site impôt.gouv.fr depuis le lundi 20 avril. Petit changement, il vous suffit désormais de vérifier les informations déclarées. Si les informations sont complètes et correctes, vous n'avez rien à faire. Par contre, complétez ou rectifiez votre déclaration si ce n'est pas le cas. La date limite du 12 juin est maintenue avec une consigne de bienveillance fiscale transmise aux agents. Et malgré la crise, le don du sang continue. Les collectes de sang de l'EFS continuent malgré le coronavirus, même si évidemment on ne se rend pas en collecte en cas de fièvre. L'établissement français de sang rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Nous avons répertorié 3 points de collecte qui sont vraiment aux alentours. Donc à Orsay notamment, il y aura un point de collecte le lundi 4 mai, à Marcoussis le mercredi 6 mai ou encore à Massy le vendredi 15 mai. Pour ça, c'est simple, vous allez sur mon-rendez-vous-dondesang.efs.santé.fr, vous pouvez le retrouver en commentaire. On poursuit avec le département qui se mobilise contre le coronavirus. Oui, 2 petites choses à retenir. Le département de l'Essonne a reçu 500 000 masques chirurgicaux FFP1 jetables. Ces derniers seront distribués à ses agents et aux pompiers essonniens. Mais autre petites informations, le département ouvre aussi les centres de PMI d'Évry-Courcouronnes et d'Orsay aux jeunes mères diagnostiquées positives au Covid-19. Elles peuvent y faire examiner leur nourrisson dans les 10 jours suivant l'accouchement. Et on enchaîne avec la Croix-Rouge qui lance un dispositif d'aide aux particuliers. Oui, un dispositif d'écoute et de livraison solidaire pour les personnes vulnérables en situation d'isolement social. En appelant le 09 70 28 30 00, qui est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h, elles pourront bénéficier d'une écoute et d'un soutien psychologique, d'information, mais aussi de la possibilité de commander des produits de première nécessité livrés par des volontaires de la Croix-Rouge. Et une info pour tous ceux qui sont en attente de passer le permis de conduire, des alternatives ont été mises en place également. Oui, nous le savons, la crise sanitaire a provoqué la fermeture des auto-écoles. En Ile-de-France, c'est 40 000 candidats qui sont en attente aujourd'hui de passer leur permis de conduire. Après le 11 mai, le délai risque d'être plus long forcément, car une plus forte demande. Il faudra mettre certaines barrières sanitaires en place en plus de cela. Les candidats au permis de conduire sont invités à continuer à s'entraîner en ligne. Différents outils ont été mis en place et à leur disposition, tels que des plateformes d'apprentissage en ligne ou encore des vidéos sur YouTube, comme la chaîne intitulée Mon auto-école à la maison. En attendant, nous souhaitons beaucoup de courage et de patience aux Ulyssiens qui se trouvent dans cette situation. Nous savons à quel point le permis peut être indispensable. On enchaîne avec l'actualité sportive. L'ensemble des fédérations sportives ont clôturé la saison 2019-2020. Les inquiétudes liées au financement du monde professionnel sont grandes. Au cours d'une réunion de travail avec les principaux acteurs du sport, la semaine dernière, le ministre des Sports a dévoilé des propositions de déconfinement, notamment pour la pratique du sport amateur ou grand public. À partir du 11 mai, les Français devraient pouvoir courir, marcher et rouler en extérieur. Pour les activités collectives ou le sport en salle, il faudra par contre être patient. Pour rappel, le manque d'activité physique est un problème de santé publique. Le manque de sport peut par exemple entraîner le risque de maladies cardiovasculaires. Maintenant, pour regarder un petit peu en chiffres, selon une étude réalisée par l'Institut Coach.me, 4 Français sur 10 pratiquent moins de sport qu'avant le confinement. Pourtant, l'OMS préconise environ 21 minutes d'activité physique modérée par jour, soit 150 minutes par semaine. Et pour faire un petit bilan aussi, sur les pratiques sportives qu'on voit pendant le confinement, on retrouve le fitness, qui est le sport le plus populaire, dans la mesure où il est très simple à pratiquer. On a des applications sur nos smartphones ou sur Internet, tout simplement, qui est suivi de la marche à pied, du yoga et de la musculation. Alors,
comment faire pour faire du sport? Donc des applications gratuites comme Bisport, MyCoach et GouVApp proposent des séances d'entraînement. Une brochure du ministère des Sports compile des sites internet gratuits qui proposent des programmes d'entraînement, quelle que soit vos demandes, que ce soit pour se dépenser, faire attention à son poids, se muscler, se détendre, faire du sport en famille ou encore des séances pour les personnes en situation de handicap. Cette brochure est consultable sur le site du COU et en commentaire de ce live. Localement, le service des sports propose des séances sportives en vidéo depuis le compte YouTube de la ville. Sur la même chaîne, des séances de gym douce à destination des aînés sont disponibles en ligne. Si vous avez écouté notre émission la semaine dernière, c'est ce dont parlait Gilbert qui nous avait appelé. Et vous, comment faites-vous du sport chez vous? Partagez vos expériences et vos conseils directement dans les commentaires. On devrait terminer avec 2 petits clins d'œil. Le premier, au COU des Ulysses, qui souhaite participer à sa manière à la lutte contre le coronavirus en créant un fonds de solidarité en soutien aux personnes soignantes d'un montant symbolique de 1 € par adhérent, soit 4 560 €, et en prenant en charge l'adhésion 2020-2021 des professionnels de santé s'inscrivant au club, soit 35 €. Pour terminer, Thierry Henry, l'Ulyssien le plus connu au monde, a été élu meilleur joueur de l'histoire de la Premier League, la première division du championnat anglais. Il devance ainsi un autre Français, Eric Cantona. Et on enchaîne aussi, on va parler plutôt des oubliés du confinement. Déjà isolés, les adultes et enfants en situation de handicap sont parmi les grands oubliés de la crise. APF France Handicap lance un appel aux dons sur son site internet. Aujourd'hui, déjà plus de 52 000 personnes accompagnées par l'association depuis le début du confinement. Encore plus isolées que d'habitude, les personnes en situation de handicap sont confrontées à des difficultés pour obtenir de l'aide à domicile et à la peur d'être contaminées. L'État a pris des mesures particulières pour les personnes en situation de handicap. En voici quelques-unes qui peuvent vous intéresser. Si vous êtes handicapé et que vous vivez seul à votre domicile, signalez votre situation à la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, et n'hésitez pas à contacter également la mairie pour évaluer avec leur service votre besoin d'aide pendant la période de confinement. Ils vous aideront à identifier les organismes qui pourront vous apporter des solutions. Concernant les sorties, le gouvernement a accepté d'assouplir les règles pour aider les personnes handicapées qui connaissent, à cause du confinement, des troubles importants du comportement ou une altération de leur santé mentale, et notamment les personnes avec autisme, déficience intellectuelle, déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité ou troubles psychiques. Si vous êtes dans ce cas, que vous habitez seul, chez vos parents ou chez un proche, vous pouvez sortir seul ou accompagné plus longtemps, donc plus d'1 heure, et vous pouvez aller plus loin de chez vous, plus d'1 kilomètre. Vous pouvez sortir à pied ou en voiture, vous pouvez aller dans un lieu de détente en plein air et ouvert au public. Vous pouvez sortir plus souvent. Dans tous les cas, vous devez avoir avec vous votre attestation et tout document qui justifie votre handicap. Si vous percevez des aides, sachez qu'elles sont disponibles sur votre compte 2 jours plus tôt que d'habitude afin de réduire les files d'attente. Si vous avez un compte à la poste, un dispositif exceptionnel a été mis en place pour permettre que vous puissiez retirer votre argent au guichet. Si vous souffrez d'un handicap psychique, vous pouvez joindre le CMP des Ulysses, rue des Bergères, au 01 69 07 71 19. Vous le retrouverez également dans notre répertoire. Enfin, concernant la continuité pédagogique, sachez que chaque académie dispose d'un numéro de téléphone dédié pour répondre à toutes les questions que les parents pourraient avoir sur la continuité pédagogique pour leur enfant en situation de handicap. Vous pourrez donc contacter l'Académie de Versailles au 01 39 23 63 22 du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h. De manière plus générale, la FEDE lance une plateforme d'entraide pour les jeunes handicapés, vous retrouvez le lien en commentaire. Et si vous cherchez une assistance ou un accompagnement près de chez vous, vous pouvez consulter la plateforme solidaire-handicap.fr lancée le 31 mars 2020. Elle recense l'ensemble des initiatives de solidarité à proximité de chez vous et vous facilite la mise en relation avec ces dispositifs d'accompagnement et d'appui. Et on va terminer avec un point d'éducation sur la ville. Oui, il est important de rappeler que les annonces sur le retour à l'école sont encore au stade de scénario de piste. On s'oriente donc vers un retour progressif dès le 11 mai pour les niveaux charnières, grande section CP et CM2. La semaine du 18 mai, ce serait au tour des collégiens de 6e et 3e et des lycéens de première et terminale de retourner en cours. Et enfin, le 25 mai, toutes les classes pourraient reprendre le chemin de l'école. Concernant les modalités de travail, le souhait exprimé par Jean-Michel Blanquer est de limiter les groupes à une quinzaine d'élèves pour limiter les contacts. Cela impliquera certainement de nombreux aménagements en termes d'emploi du temps, de disposition des salles et même de déplacement au sein des établissements. Ce qu'il faut retenir également, c'est l'aspect facultatif de ce retour à l'école, sur lequel le ministre de l'Éducation nationale insiste de plus en plus aujourd'hui. C'est peut-être d'ailleurs ce qui permettra aux élèves de ne pas être trop nombreux dans les écoles à leur réouverture. Le retour à la normale ne sera donc sûrement pas pour la fin de l'année scolaire.
Plus de précisions en début de semaine prochaine, nous vous en dirons plus dimanche prochain. Concernant les inscriptions scolaires, voici quelques informations à connaître. Aux Ulysse, en raison du contexte que nous connaissons, les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020-2021 se font par voie dématérialisée. Vous devez inscrire votre enfant par mail à enfance@lesulysse.fr. Vous trouverez toutes les informations concernant les documents à envoyer sur le site internet de la mairie des Ulysses. Pour cela, bien évidemment, il faut posséder un scanner, un ordinateur et une connexion internet. On appelle donc à l'entraide et à la solidarité ulyssienne. Faites-nous savoir, par exemple, en commentaire, si vous pouvez aider les familles qui ne sont pas équipées. À l'issue du confinement, il faudra tout de même vous déplacer en mairie pour signer la fiche scolaire de votre enfant. Et maintenant, un petit zoom sur le lycée de Les Souriaux qui mérite d'être mis à l'honneur aujourd'hui. Le lycée participe activement à la mobilisation nationale pour lutter contre le Covid-19. Au lendemain de la décision du confinement et devant la situation sanitaire difficile dans les hôpitaux, la direction a décidé de faire don du petit stock de masques du lycée à l'Agence régionale de santé Île-de-France et du stock de denrées alimentaires périssables au personnel de l'hôpital de Massy. En mobilisant les moyens matériels du pôle STI, 2 enseignants ont porté le projet de fabrication de visières destinées au personnel soignant. Leurs efforts pendant la période des vacances a permis à ce jour de produire plus de 400 supports de visières. Merci beaucoup Juline. Si vous souhaitez réagir et commenter l'actualité, ça se passe sur le Facebook Live de Vivre aux Ulysses. Restez avec nous. Dans un instant, nous allons recevoir Sylvie, ulyssienne et psychologue à l'hôpital de Bligny, qui nous parlera de l'impact psychologique du confinement. Mais tout de suite, place à la toute nouvelle chronique de l'émission. C'est la Minute Culture de Colombine. Bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, pour notre point culture, nous proposons de mettre en lumière 2 initiatives des institutions publiques culturelles qui ont choisi de donner accès à distance et gratuitement à des contenus qui ont été préparés spécialement pour le confinement. Si nous essayons de vous proposer des exemples, n'hésitez pas à consulter les sites internet de vos musées ou de vos établissements favoris. Ils sont nombreux à mettre en ligne du contenu de grande qualité pour les petits comme pour les grands. La première initiative que nous souhaitons partager est celle de la Comédie Française, qui propose tous les jours de la semaine, sur sa chaîne YouTube, des programmes en direct. Vous pourrez entendre à 17h une lecture de contes pour les enfants par les comédiens de la compagnie, puis à 18h des lectures des textes du bac de français suivies d'un commentaire. Il y a aussi certains soirs de la semaine des représentations enregistrées avant le confinement qui sont diffusées sur France 5. N'hésitez pas à aller voir le programme sur le site de la Comédie Française. La seconde initiative que nous souhaitons vous partager est une exposition virtuelle du Grand Palais sur la ville de Pompéi. Pourquoi s'intéresser à cette ville ? Eh bien car la catastrophe volcanique de l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère, qui a causé la destruction de la ville et la mort de ses habitants, a permis de conserver dans un état exceptionnel les bâtiments et leurs décors, ce qui permet aujourd'hui de comprendre ce qu'était la vie et les arts dans une grande ville de l'Antiquité romaine. Pour découvrir ce patrimoine, vous pourrez voir sur la chaîne YouTube du Grand Palais des vidéos pédagogiques avec un parcours pour adultes et un parcours enfants. Sur un format plus long, vous trouverez sur la chaîne YouTube d'Arte le documentaire Pompéi, la vie avant la mort. Enfin, sur le site internet du Grand Palais, vous trouverez des reconstitutions en réalité virtuelle avec des fichiers pour les détenteurs de casques VR. Nous espérons que ces initiatives vous plairont et pour ce faire, vous trouverez sur la page Facebook de la radio des liens pour y accéder. Merci beaucoup Colombine. Pour retrouver toutes les références, les liens, les sites internet qui vous intéressent, toujours le même chemin, le Facebook Live de la web radio Vivre aux Ulysses. Il est 18h18 exactement, c'est l'heure de la deuxième rubrique Action locale et solidaire. Vivre aux Ulysses, la radio des Ulyssiens. Aujourd'hui, l'action locale et solidaire met à l'honneur Sylvie, psychologue à l'hôpital de Bligny. Elle est en charge du soutien psychologique des patients qui ont été atteints par le Covid-19. Mais ce n'est pas tout. En plus de son travail à l'hôpital, Sylvie travaille aussi pour une association ulyssienne, l'association Détour, qui soutient les familles dont les enfants sont touchés par l'autisme. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Eh ben bien, très très bien. Merci de m'accueillir. Merci à vous justement d'être présent parmi nous. Alors, la toute première question qu'on va vous poser, c'est sur la situation actuelle. Peut-elle faire apparaître ou développer des pathologies particulières chez les personnes ? Alors, la situation particulière, comme vous le dites, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle déclenche des peurs. Alors, ces peurs-là, sur un niveau raisonnable, c'est plutôt bien, parce que c'est ce niveau de peur-là qui va faire en sorte qu'on met en place des gestes barrières et qu'on fait attention aussi à ceux qui nous entourent.
Par contre, effectivement, si on a un niveau d'anxiété qui est très envahissant lié à la maladie, mais il y a aussi des situations de confinement qui sont compliquées, des inquiétudes pour son travail, des spécificités familiales ou d'autres choses encore, ça peut aussi catalyser beaucoup les choses et mettre en exergue, je dirais, des fragilités qui étaient préexistantes à la crise. Mais On en peut général, effectivement comment se imaginer, manifestent oui. ces pathologies? Comment elles se manifestent sur le comportement Ça des gens? ça peut déclencher des dépressions chez des gens qui n'allaient pas très bien avant. Les inquiétudes majeures sur la maladie et la contagion, on peut aussi imaginer que ça donne lieu à des comportements de peur sociale plus intenses, des comportements de nettoyage un peu excessifs, compulsifs, un peu comme des TOC. Et on a aussi des stratégies de gestion du stress qui peuvent être dangereuses. Et là, je pense à la consommation d'alcool excessive, à la consommation de tabac ou d'autres substances. Et puis le recours à l'alimentation aussi, pour tromper l'ennui, se détendre. Voilà. Les addictions qui reviennent en hausse. Alors justement, vous nous parlez de ça. On voulait savoir aussi auprès de vous comment le confinement peut jouer un rôle dans les relations intrafamiliales. Alors, dans les relations intrafamiliales, il est vrai qu'on a l'habitude de se retrouver tous en famille, mais en général, c'est pour les vacances, un temps déterminé, choisi, et ça se passe en général très bien et puis plutôt joyeusement. Seulement là, il n'y a pas de temps défini et il y a beaucoup d'inquiétudes autour des familles et surtout, il faut gérer à la fois son télétravail, le travail scolaire des enfants, trouver des activités pour occuper les enfants et ça peut amener à être obligé de réfléchir pour redistribuer les cartes au sein de la famille. Et comment préserver son espace de tranquillité au sein d'un foyer, justement? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux. Quand on a une grande maison avec un jardin, la question elle se pose moins. Mais quand on a un petit appartement, les choses peuvent rapidement devenir beaucoup moins faciles. Alors, pour trouver un petit peu de tranquillité avec soi-même, on peut aller marcher tout seul. C'est déjà une première chose quand c'est possible. On peut s'isoler dans une pièce en demandant aux autres membres de la famille de nous laisser un petit peu d'espace pendant un temps requis. On peut aussi avoir recours à un emploi du temps familial qui inclut des temps calmes pour tout le monde, pour soi-même. Et puis alors, dans le dernier des recours, il y a aussi les boules caisses qui sont très efficaces. On peut se mettre dans un endroit, des boules caisses, et puis de disparaître sensoriellement, on va dire, du reste de la famille pendant un petit temps, quoi. Ah, ce serait sympa. Justement, quand vous parlez de tranquillité, il y a une étude commandée par FrostInfo qui fait état d'une très forte hausse des violences conjugales et familiales, plus 35% quand même par rapport à l'année dernière. Alors, comment analysez-vous ce phénomène ou ce fléau plutôt? Alors, on peut penser que dans certaines familles, il y a effectivement des recrudescences de violences physiques et psychologiques. Auparavant, les familles passaient la journée à l'extérieur, donc il y avait à la fois les auteurs de violences, mais aussi les victimes. Tout le monde avait des sas de décompression à l'extérieur. Là, il y en a plus. On est privé d'espace extérieur, donc on peut pas demander de l'aide déjà. Donc, ça me permet aussi de rappeler qu'il y a des numéros qui ont été mis en place. Sur la ville des Ulysses, il y a un point d'accueil qui existe au centre commercial des Ulysses 2. Et aussi pour les gens qui se sentent sur le point de craquer et de passer à l'acte, il y a un numéro aussi qui a été mis en place et qui est dédié aux auteurs de violences. Le 3919. Non, ça c'est pas. Non, tous ces numéros sont sur notre répertoire, justement. On en a parlé la semaine dernière. On en profite aussi pour rappeler qu'on peut aussi signaler toute violence auprès des pharmaciens. D'ailleurs, une information est tombée il y a quelques jours comme quoi un signalement a été justement bénéfique, a réglé quelques situations, a sorti une famille d'une situation assez délicate. Alors justement, en parlant de famille, on va parler un petit peu des enfants. Parce qu'actuellement, alors, ce qui revient beaucoup, c'est la place des écrans et du virtuel au sein d'un foyer. Beaucoup d'enfants font beaucoup d'écrans actuellement avec le confinement. Alors, je voudrais savoir, comme la plupart des psychologues déconseillent l'exposition des enfants, l'exposition des écrans, aux enfants, quelles conséquences peut-il y avoir à moyen et surtout à long terme? Alors, les conséquences qu'on sait aujourd'hui sur l'usage excessif des écrans, des jeux, c'est que les jeunes se coupent de la réalité. Donc, il peut y avoir des difficultés après, sur le long terme, à se mettre en lien avec sa famille et puis avec les autres aussi à l'extérieur. Ça peut créer des troubles de l'attention aussi. Après, là aujourd'hui, dans le confinement, les enfants ne peuvent pas vraiment aller dehors. Il n'y a plus de récréation, il n'y a plus de moments, il n'y a plus de soupape aussi. C'est difficile de blâmer
des jeunes de jouer aux vidéos pendant le confinement. C'est l'échappatoire. Peut-être que si ça pose, c'est un échappatoire, c'est aussi pour beaucoup de jeunes une façon de retrouver les copains par le biais des jeux vidéo sur les réseaux sociaux. J'ose espérer qu'à la fin du confinement, les choses vont rentrer dans l'ordre un petit peu de façon naturelle. Après, s'il y a des problématiques au sein des familles avec des enfants qui veulent plus venir manger ou qui mangent en 2 secondes et qui veulent tout de suite repartir, je reviens sur l'idée du planning familial, mais ça peut être aussi une chose qui peut être instituée pour cadrer un peu les choses et puis surtout aussi demander aux enfants pourquoi. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui déplaît, qui fait peur là dans cette réalité-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui au contraire attire énormément dans le jeu? Il va peut-être répondre tout simplement qu'il y a ses copains sur le jeu. Oui, c'est vrai. Ça voilà. peut être justement un moyen de retrouver ses amis plus facilement qu'en réel. Hein. Mais justement, vous parlez de planning familial. Alors, bien évidemment, dans quelques temps, il y aura la reprise scolaire qui est pas vraiment partielle. Alors, comment justement aider ces enfants avec tout ce qui se passe à gérer au mieux justement cette reprise scolaire? Alors la difficulté qu'on a aujourd'hui, à mon sens, c'est que les parents doivent expliquer à leurs enfants la façon dont ça va se passer et que fort malheureusement, on a très très peu d'informations pour le moment. Peut-être que là tout de suite, le challenge pour les parents, c'est de neutraliser leurs propres craintes pour pas que les enfants les ressentent trop. Par exemple, il faut éviter d'exprimer devant ses enfants des angoisses du type on va tous être contaminés, ça va être une catastrophe, parce que là, on risque de rendre ces enfants extrêmement anxieux et puis pas très très motivés pour y retourner. On peut par contre se concentrer sur ce qu'on sait. On sait qu'on devra se laver les mains plus souvent, on sait qu'on devra respecter certaines distances. On prévient aussi que probablement la maîtresse, elle aura un masque pendant la classe. Voilà. Donc on se concentre sur ce qu'on sait, on a confiance en ce qu'on sait et donner confiance à ses enfants en ayant confiance soi-même. En fait. Et comment appréhender le retour à la vie sociale? Alors ça, c'est plus pour les adultes. Oui, pour les parents. Il y aura une phase d'adaptation qui est certaine. Il va y avoir une nouvelle façon d'être ensemble à appréhender. On n'a pas connu, la distanciation sociale, gestes barrières, etc. Ce sera probablement une source de tension interne et encore un effort d'adaptation que les gens devront avoir. Alors, ce qui peut réconforter, là aussi, c'est encore la confiance dans les gestes barrières. Après, il est difficile de savoir à l'avance l'impact que le confinement aura sur l'après. Il est quand même bien probable que les premiers jours risquent d'être très particuliers. Il y a la peur qui va être là, qui va engendrer des attitudes de méfiance, de jugement des attitudes. Ce climat anxiogène, le fait d'en reparler sans cesse, ça peut faire justement augmenter l'anxiété. Complètement, surtout qu'on a une tendance qui est toute humaine à beaucoup parler sur les hypothèses et scénarios. Et ça, c'est très anxiogène. Mieux vaut rester attentif à ce qu'on sait plutôt qu'extrapoler. Voilà, c'est une façon de retrouver un petit peu son calme. C'est sûr que ce sera pas confortable au début, mais de la même façon qu'on a vu des mouvements de panique au début du confinement, ces mouvements-là se sont apaisés. Eh bien, les craintes du déconfinement, elles s'apaiseront aussi probablement pour la majorité d'entre nous. Et si ça s'aide pas, eh bien, il faut se faire aider. Ah oui, on l'espère. Justement, si vous pouvez, après, si vous avez des angoisses, vous retournez vers un psychologue, ça peut être pas mal aussi. Alors justement, je le rappelais il y a quelques instants dans votre présentation, vous êtes également, vous travaillez également pour l'association Détour, qui gère justement, qui aide les familles qui sont face justement à l'autisme, dont l'enfant fait face à l'autisme. Alors pouvez-vous rapidement nous dire en quoi consiste les missions de l'association ? Oui, c'est une association de soutien qui travaille pour et avec les familles qui ont un enfant avec autisme. Elle a été créée à l'initiative de familles qui étaient touchées par le handicap. Et l'objectif, c'est de pouvoir permettre de tisser du lien entre ces familles, de faire un espèce de réseau social local d'entraide. Et c'est une association qui va donc organiser des activités pour les enfants avec les familles. Des groupes de parole pour les parents, des stages de théâtre, etc. Voilà, c'est une association qui est très riche de contacts humains. Ça, c'est une évidence. Elle permet le partage d'informations, du soutien, de l'aide. Très important. Et l'objectif, c'est de pouvoir réfléchir ensemble à des solutions qui soient adaptées aux besoins des enfants et des familles.
D'accord. Voilà, donc il y a des psychologues qui travaillent dans cette association. Il y a beaucoup de familles qui sont inscrites et qui participent. Et il y a aussi des bénévoles. Et d'ailleurs, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. D'accord. Bon, on espère que les auditeurs qui nous écoutent, justement... Alors, justement, vu qu'ils nous écoutent, comment ces auditeurs peuvent vous aider, justement, à votre association, en vous contactant? Où est-ce qu'on peut vous contacter, justement, et où trouvez-vous sur la ville? Alors, il y a une page Facebook qui est dédiée à l'Association des Tours avec une adresse mail dessus. Si on est une famille des Ulysses ou alentour aussi avec un enfant autiste et qu'on est dans la panade, eh bien on peut contacter. On aidera au mieux. Et puis après, sur le retour à la vie normale, on travaille beaucoup avec des bénévoles. C'est une association d'êtres humains pour les êtres humains et ce dont on a besoin, c'est d'êtres humains. Voilà, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par le bénévolat auprès du public autiste, il n'y a pas besoin d'avoir forcément une formation. On s'occupe de tout. Tout le monde est le bienvenu. On a un commentaire en direct, Isabelle, qui nous dit qu'elle a eu des grosses crises d'angoisse hier, beaucoup de mal à redescendre, et que c'est pas simple justement à gérer l'anxiété de la sortie de crise quand on est seul. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, en général, quand on est sujet à des crises d'angoisse, on a peut-être déjà des stratégies en tête, des choses qu'on sait appliquer. Si on n'a plus d'idées, on peut se tourner vers la cohérence cardiaque sur YouTube, on peut se tourner vers la méditation aussi sur YouTube. Et si ça ne suffit pas, si ça ne redescend pas, faut pas hésiter à passer un coup de téléphone sur les plateformes qui ont été mises à disposition de soutien psychologique. Ça me semble important de pas rester avec ces angoisses-là tout seul chez soi. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup Sylvie, merci d'avoir été avec nous. On va justement transmettre toutes les informations que vous nous avez données sur l'Association des Tours. On le rappelle, ils sont un groupe Facebook Association des Tours. Allez y jeter un œil. Nous allons transmettre aussi leurs coordonnées sur la page de notre web radio. On va essayer. Merci beaucoup Sylvie, merci. On vous souhaite une bonne journée. Alors pour réagir, vous connaissez la méthode, c'est toujours la même. Donnez-nous vos avis sur le Facebook Live de la web radio. Vivre aux Ulysses. Bon, un petit bug, c'est les aléas du direct, mais bon, là, c'est comme ça, quand on arrive, il y a une nouveauté qui arrive, forcément, il y a des petits couacs qui arrivent. Alors, la deuxième chronique, c'est l'Ulyssien confiné. Oui. C'est présenté par Agère. Alors Agère, tu es allé voir, des Ulyssiens sont venus vers toi pour raconter leur quotidien. Exactement. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu notre quotidien de confinés aux Ulysses, aux familles ulyssiennes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équilibre est dur à trouver. Pour jongler entre la vie de famille, les moments de détente, les activités physiques, les cours de cuisine, les liens avec les grands-parents et surtout la scolarité. Et justement, la scolarité avec l'école qui a repris cette semaine avec la fin des vacances. Oui, Charles, lundi, c'était la rentrée pour les jeunes Ulyssiens, mais je pense que c'était la rentrée pour les parents de reprendre cette routine singulière de l'école à domicile. On va en profiter d'ailleurs pour saluer l'ensemble du corps enseignant de la ville des Ulysses et tous les ATSEM et tout le reste. Exactement. Pour les parents, c'est une période qui a pas mal chamboulé leur vie familiale. Donc Christina et Mathieu sont les premiers à se confier. Pour nous, m'explique-t-il que le plus dur a été de maintenir un rythme d'horaire régulier pour la semaine, que ce soit les heures du coucher, les heures de repas, les tâches ménagères, la scolarité, le temps nécessaire pour faire les activités physiques, comme l'expliquait Juline. Les enfants, ils en ont 2, Léo 8 ans et Elia 5 ans. Eux, pas de problème, ils se sont très bien habitués au confinement. Ils sont en famille, tout va bien. Donc cependant, ce qui pose un vrai problème pour Christina et Mathieu, c'est leurs vacances d'été. Alors les vacances, justement, tu viens de le dire. Claire, mère de famille, comme beaucoup d'autres, justement ulyssiens, en aurait pas besoin. Oui, en effet, Claire est maman de 5 enfants. Elle doit assumer seule l'organisation de la famille. Son mari, malheureusement, est bloqué à l'étranger depuis le début du confinement. Une situation qu'elle avoue vivre avec beaucoup de difficultés. Elle m'explique qu'il, bien sûr, lui manque beaucoup et manque particulièrement aux enfants.
Le suivi de la scolarité, c'est pour Claire un vrai parcours du combattant, puisque ce ne sont pas moins de 5 niveaux de classe différents qui se retrouvent à la maison, de la maternelle au lycée. Des situations familiales qui peuvent d'ailleurs rajouter quelques complications. Oui, Frédéric m'explique qu'il est père de 3 enfants, qui est père divorcé de 38 ans, avec 2 enfants, une semaine sur 2. L'équilibre est tout aussi difficile à trouver, d'autant plus que le plus jeune de ses enfants a seulement quelques mois. Une situation difficile à vivre, car les retards pris chaque semaine pour la gestion de devoirs en garde alternée, ça révèle de l'exploit. Et autre situation aussi dans les familles recomposées. Oui, Mohamed et Marie m'expliquent avec leurs enfants un début de confinement qui était très compliqué parce qu'ils devaient expliquer à ses enfants qu'ils ne pouvaient pas sortir et que leur père ne pouvait pas aller les voir la semaine comme il le faisait à ses habitudes et devait attendre ses jours de garde. Donc elle m'explique, Marie, que ses vacances se sont plutôt bien passées, même si l'équilibre devoir-famille relève du défi. Pas simple non plus de trouver de quoi occuper toute la famille, surtout quand le petit dernier est âgé de 3 mois. C'est lui qui est le plus chanceux dans cette situation parce qu'il peut profiter de ses 2 parents à temps plein. Et j'imagine que tout ce beau petit monde, sans doute, a hâte que le déconfinement arrive et que cette situation s'éclaircisse un peu. Oui, Charles, cette situation, elle n'a que assez duré. Aussi, je tenais à remercier particulièrement ces familles qui nous ont adressé ces quelques mots pour nous décrire la façon dont ils vivent ce confinement. Vous aussi, contactez-nous directement pour nous raconter votre expérience. Vous nous faire part de vos conseils, de votre vision des choses. Le mot de la fin revient à Lilou. Donc, elle m'a envoyé un message pour m'expliquer la situation. Donc, je vais lire ce qu'elle m'a dit. Donc, bonjour, je m'appelle Lilou, j'habite aux Bergères. Bon, j'arrête de faire cette voix de collégienne puisque j'ai 35 ans, on le sait tous. Désolé. Ok. C'est pas grave, Charles, tu pouvais m'interrompre. Bonjour, je m'appelle Lilou, j'habite aux Bergères, je suis en 5e au collège Aimé Césaire. Au début du confinement, j'étais trop contente de me dire que j'allais plus aller au collège. Mais je refais la voix, hein. Oh, il n'y a pas de problème. Mais continuez. Mais ça me manque beaucoup. Parce que là-bas, je pouvais voir mes amis et d'habitude, on peut sortir comme on veut. Sinon, au niveau programme de l'école, c'est bien organisé. Ça permet de se lever un peu plus tard et de travailler à notre rythme. Ça permet aussi de pouvoir faire des choses plus manuelles à la maison, comme la pâtisserie. Mais en vrai, elle m'explique que vraiment sa famille et ses amis lui manquent beaucoup. Ah bah pauvre Lilou, bon, je veux bien comprendre que les amis et la famille te manquent beaucoup. Alors... Déjà, j'espère que tu t'exprimes, que t'as pas la même voix que j'ai rien de faire en direct, parce que franchement, sinon je te plains. 5e, on a 12 ans, 35 ans, c'est pas trop loin. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème. En tout cas, Lilou, si tu nous écoutes, n'hésite pas à venir participer un jour à l'émission, on t'accueille avec grand plaisir. Et j'en profite aussi pour passer le bonjour et aussi beaucoup de soutien pour des différents lycéens, collégiens et autres écoliers des Ulysses. Oui, on est avec aussi vous, à leurs parents. On vous soutient beaucoup, cette période est très difficile. On a une petite question en direct aussi. Nati demande si quelque chose est mis en place dans les collèges pour les élèves qui n'ont pas d'imprimante et ont du mal à imprimer les cours. Donc si vous êtes enseignant et que vous avez la réponse, n'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire, s'il vous plaît. Oui, et même n'hésitez pas à jouer sur la solidarité. Il y a beaucoup d'Ulyssiens justement qui mettent à disposition leurs propres imprimantes pour justement vous aider à avoir vos cours ou vos attestations ou tout le reste. N'hésitez pas vraiment. Tout à fait. Il y a beaucoup de solidarité dans cette ville, il faut encore le souligner et vraiment. Et puis en plus, il faut absolument contacter le directeur ou la directrice de l'école. Oui, la directrice. Je voulais commencer par la directrice pour les filles. Et ça leur permet, eux, de pouvoir imprimer les documents, de les envoyer par la poste. Et en fait, la poste fait le lien directement en envoyant dans la boîte aux lettres. Très très bonne info. Merci beaucoup à Agère et merci beaucoup pour cette chronique. On va passer tout de suite sans transition à la rubrique préférée. La rubrique que vous préférez, c'est votre moment. C'est tout de suite Parole Ulyssienne. La radio des Ulyssiens. On va pas le redire encore une fois, la Parole Ulyssienne, c'est votre moment, c'est une chronique faite pour vous et par vous. On va d'abord faire un tour vers les différents commentaires, s'il y en a quelques-uns. Alors, on a une équipe technique derrière nous qui nous transmet un peu ce que vous dites. Donc, non, pour le moment, on a fait le tour, à moins qu'on ait raté. D'accord, pas de commentaires pour l'instant, alors on va... Comment vit votre confinement, Juline et Charles ?
Oh bah pour l'instant de toute façon. C'est une question qui a été posée. C'est une question. Je pense que tout le monde le vit un petit peu de la même façon. Hein. On s'occupe du mieux qu'on peut, vraiment. Hein. Courage à vous tous si vous nous écoutez. Et on travaille la radio, ça prend un peu de temps. On a trouvé une activité. Ça prend beaucoup de temps, d'autant plus que chacun de nous on travaille à côté. Mais bon, c'est pas un fardeau, c'est un plaisir de justement travailler pour vous. On est toujours là, on sera encore là la semaine d'après et encore hein, pour quelques mois, on espère. Comme on vous dit, la radio est faite pour vous. Et on espère aussi la faire grandir. Donc si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas, hein, venez nous les transmettre sur le Facebook Live ou même dans la case commentaires quand on n'est plus en direct. On fait bien attention à relire ce que vous disiez, ce que vous commentez. Juline particulièrement est très attentive à tout cela. Donc voilà. Donc d'où n'hésitez sa pas à venir charmante vers voix, nous. c'est pour ça. Ah bah oui, bah, on a de la chance d'avoir ça. Ça veut dire que moi j'ai pas une belle voix? Je n'ai alors, à aucun moment. Je pensais que t'allais quand même me dire que toi aussi, Agère. Que oui, je sais que j'ai la voix grave. Hein. On a tous on a une une voix question singulière, justement. Voilà. On a des questions sur la rentrée. On en a parlé justement au tout début de la rubrique. N'hésitez pas à réécouter notre replay sur YouTube et sur Facebook après. D'accord. Bah, c'est quoi exactement la question? C'est une question qui est plus générale sur la rentrée à partir du 11 mai. Donc on est revenu justement sur la partie éducation où on expliquait qu'il y a des annonces qui vont être faites lundi par le président et puis mardi avec les ministres. Donc on réactualisera les informations. Pour le moment, on n'en a pas bien plus que la dernière fois. On peut aussi commencer et rappeler de dire que justement la rentrée, la prochaine rentrée, alors sur la base du volontariat finalement, je sais que beaucoup de monde ont du mal justement à s'y retrouver avec toutes les différentes annonces du gouvernement, mais bon, voilà. On va vous tenir au courant de toute façon. Comme l'a dit Juline, le président va bientôt s'exprimer sur le sujet. Donc, on est pendu à ses lèvres, encore une fois. Hein, on aimerait bien vous donner plus d'informations, mais même nous sommes perdus avec toutes les différentes informations qui sont diffusées par le gouvernement. Quand c'est le président qui dit quelque chose, c'est le Premier ministre qui contredit. Quand c'est le Premier ministre qui dit quelque chose, c'est le ministère en question qui le contredit. Quand c'est pas le ministère, c'est un député. Et c'est pour ça aussi qu'on tient à cette rubrique actualité. C'est pour vous donner à chaque fois la bonne information au bon moment et que ce soit une information sûre. Merci, Juline. Voilà, donc on va accueillir le 11 mai, bientôt notre premier invité, hein, je crois. Hein. Oui. C'est bien ça. Alors j'attends un retour de Vous avez entendu ma blague ou pas? Ah non, c'est passé... Bon, allez, vas-y, fais ta blague. 11 mai, tu vois, la rentrée le 11 mai, ou le 11 mai, M-A-I-S. 11 mai, non? D'accord, si vous êtes avec nous, bien évidemment, vous êtes sur Vivre au Sud-10, vous avez assisté au premier fois en direct de l'émission, donc on va enchaîner avec justement notre premier invité. Alors, un invité un petit peu spécial, c'est pourquoi? Parce que, si vous l'avez remarqué, on n'a jamais annoncé que notre radio était la première radio ilicienne, car la première radio ilicienne s'appelait Radio Village. Et on accueille tout de suite un ancien animateur de cette radio, Mustapha, qui habite le Maloran. Mustapha, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Bon, ça fait plaisir d'avoir un animateur. Un ancien, bah oui, quelqu'un qui était là, un des précurseurs justement de la radio et du média aux Ulysses. Donc voilà, bon, on espère qu'on est un petit peu à la hauteur, hein, modestement. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, je vais être très franc, vous êtes très, très à la hauteur. Moi, Merci. Je suis, entre autres, un auditeur de France Inter, et sincèrement, l'équipe de Charline n'a rien à envier aux ondes des Ulysses. Et Charline, qu'est-ce que les Charline? Je ne plaisante pas, c'est-à-dire que... La rubrique de Charline. Voilà. J'ai été animateur, il y a quelques années déjà, Radio Village peu en connu. Je travaille un peu dans le domaine de la communication, donc sincèrement, c'est bien mené, bien ficelé, vraiment. Super, vraiment. Merci beaucoup, Moussa, ça nous touche beaucoup. Merci, oui. Voilà. Donc alors, bravo pour les jingles aussi. Alors ça c'est Will. Pour remercier notre technicien Will, on le voit danser à travers l'écran. Will, voilà. Reste quand même assis parce qu'on a encore une fin d'émission à assurer. Hein, ne t'excite pas trop. Voilà. Et pour ce qui a été dit tout à l'heure, c'était parfait parce que le petit bug, ça prouve le direct, donc tout va bien. Ah bah oui, c'est les conditions directes. On fait au mieux. Voilà, c'est parfait. Forcément, c'est comme la vie. Il y a toujours des petits aléas. On peut pas faire autrement. Donc Mustapha, alors vous voulez nous appeler justement à propos de la reconstruction de la jeunesse. Alors moi, oui. Oui, allez-y. Oui, je vais peut-être me présenter rapidement en 30 secondes. Donc moi, je suis aux Ulysses depuis 72, donc pas hier, mais 77, parce que 72 c'était district, c'était même pas la ville encore. Et puis j'y ai grandi dans les collèges, le lycée, le milieu associatif, les maisons de quartier, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir un papa qui nous a quittés en février 2018,
qui était très actif puisqu'il était agent social, il s'occupait du foyer Sonacotra à l'époque, de pas mal d'associations, beaucoup de la jeunesse. Voilà, je lui rends hommage aujourd'hui, j'en profite. Et donc, on a eu cette chance de baigner dans le milieu associatif et dans l'action et dans l'engagement très souvent. Voilà, Alors très justement, vous nous parlez de milieu associatif et de la jeunesse. Alors pensez-vous justement aujourd'hui, alors avez-vous l'impression que la jeunesse justement est valorisée? Alors non, moi je ne pense pas qu'elle soit valorisée, ou en tout cas pas comme il faut, pas comme il se doit, ou pas suffisamment. Elle est souvent caricaturée, ça n'aura pas, ça n'aura échappé à personne, médiatiquement, par des profils un peu tracés comme ça à la serpe. Alors quelques exemples, je vais caricaturer un tout petit peu, mais quand vous avez des médias en boucle qui filment une poubelle qui brûle et pas ce qu'il y a autour, hein, c'est le problème du zoom. Voilà, donc je pense à des associations de la vie, ça a été cité tout à l'heure, qui s'engagent avec merveille sans arrêt. Bon, la population s'est toujours débrouillée, hein, autant que je m'en souvienne. Et c'est peu, il y a des vidéos qui circulent en ce moment, il y a des distributions d'alimentation, etc. Bon, bah, il n'y a pas de gros médias, il n'y a pas de reportage là-dessus. Vous savez, c'est le principe de l'entertainment. Voilà. Hein. On cherche toujours, les gens cherchent toujours les informations qui choquent, les images choquent. Donc non, elle est absolument pas valorisée. Elle est souvent, à mon sens, plutôt dévalorisée ou cataloguée pour différents trucs, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, pardon. Mais on peut y remédier parce qu'une fois qu'on a fait le constat, c'est plutôt que fait-on? Alors justement, vous dites que fait-on? Comment justement susciter l'intérêt des jeunes? Alors moi, ça m'amène d'une part à ce que je viens de dire à l'instant, c'est peut-être de valoriser les actions qui sont menées chaque jour. Finalement, il y a des tas d'associations, il y a des tas d'acteurs sociaux, des bénévoles, des aides-soignants, des actions dont on parle peu. Il y a des milliers de personnes en France qui travaillent dans l'engagement chaque jour du matin au soir. Des éducateurs, enfin je pourrais en oublier ensuite et plein. Et donc une autre question. Oui. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Alors la réussite pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que il faudrait que la réussite soit pas estampillée sur les codes sociaux divers et variés. On a déjà eu ces discussions à plusieurs reprises. Donc d'abord, je préfère parler de sa réussite, non pas de la réussite, parce que la réussite, à mon sens, ça peut être un père ou une mère de famille qui a accompagné ses enfants dans la vie, qui exerce une fonction, un métier, si ce n'est qu'il ou elle adore, en tout cas ne déteste pas. Ça a plusieurs schémas, la réussite. Donc moi, j'aimerais qu'on sorte un peu, alors c'est pas tout le temps le cas, mais trop souvent le cas, des statuts sociaux que sont certaines grandes professions. Du schéma des grandes écoles, des grandes études. Il y a des gens qui vont, il y a des gens qui vont réussir leur vie dans une spiritualité, dans une association, peu importe, je dirais. Mais voilà, donc ça a mis le visage. Moi, j'ai pas de définition stricte. Alors, échouer, c'est peut-être effectivement manquer des choses essentielles, sans doute. C'est peut-être aussi ne pas atteindre ses objectifs. Pas atteindre ses objectifs, être dans une certaine souffrance, ne pas s'en sortir. Et puis surtout, il faudrait s'en rappeler, vivre sans arrêt ou subir, sans victimiser plus que ça, le mépris, la haine, le rejet en permanence. Là, c'est compliqué. C'est compliqué de se construire. Moi, j'ai eu cette chance de vivre un peu dans de l'amour familial. Alors, ça fait un peu bateau, mais je crois que quand on est aimé, qu'on se sent aimé depuis le début, je peux vous dire que c'est une sacrée carapace. C'est super important pour l'équilibre. Voilà. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et puis l'entourage, les rencontres, la famille. Et donc, c'est tout ça qui nous... On est le fruit de notre histoire. Comme l'a dit Sylvie, justement, notre psychologue là, qui est intervenue dans la rubrique d'avant, c'est très important d'avoir un cadre familial très, très solide, justement, avec un planning familial, si on peut l'appliquer, mais qui Moi, je aide veux beaucoup. peut-être vous illustrer... en une minute, je sais vous illustrer un petit peu ça. Je sais pas si c'est mauvaise chance, mais j'ai un petit peu de privilège, parce que moi, j'ai créé une petite entreprise il y a une quinzaine d'années, parce qu'il y avait un plafond de verre, donc je n'y portais pas. Je suis allé vers une situation de cadre dans le privé une petite année, mais je suis revenu vers la création d'entreprise, donc un peu dans l'hygiène, un peu dans l'agencement d'intérieur, et puis après dans la formation, parce que ma passion, ça a toujours été les mots, la rhétorique, la sémantique, les sciences humaines, pour faire court. Puis je suis allé plus loin dans la psychosociologie depuis 10 ans à peu près. Et donc, je fais aujourd'hui justement de l'accompagnement des personnes qui sont coincées dans des carcans. Alors récemment, ce sont avec la Fondation FACE. Donc vous les aidez, aidez justement à atteindre leurs objectifs. Voilà. Il y a des cas très particuliers dont on parle très peu. Par exemple, vous avez une jeunesse, ou moins jeune d'ailleurs, qui sont surdiplômés, pour utiliser le terme, et qui trouvent pas de boulot. Et cela aussi, j'essaye moi de... Voilà, on oublie un peu. Qui perd aussi confiance. Je pense qu'on partage votre définition de la réussite. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a la chance, nous on est un petit groupe d'intervenants. Je pense à Wamar, avec Rosie France, qui est sur la ville, que certains connaissent,
pense à Philippe, qui est moins connu. On a mené des actions qui démarraient malheureusement avant le confinement, mais ça va reprendre, qui sont démystifier, prendre la parole en public, prendre de l'assurance, etc. On va faire ça de façon un peu plus bénévole et associative très prochainement, hein, on en reparlera, pour aider à franchir les barrières, parce que tout le monde n'a pas pu vivre l'adversité comme certains, comme moi en tout cas. Il y en a que ça a détruit, il y en a que ça a renforcé, voilà, chacun son. De toute façon, alors, son vécu. Le plus important, justement, comme vous l'avez dit, Mustapha, c'est pas forcément c'est vraiment d'arriver au maximum à son objectif. On est tous d'accord. Après, que le parcours soit sinueux ou soit linéaire, bon, peu importe. L'important, c'est que vous arriviez à vos objectifs. C'est ça le plus important. Et on a une ville, faut le rappeler, plein de talents. Tout à fait. Avec beaucoup de talents. On les avait encore la semaine dernière pour certains au téléphone et on est riche de talents. Donc voilà. Peut-être merci aussi, beaucoup, Mustapha. Oui, excusez-moi, un dernier mot peut-être. Oui, un dernier mot pour finir. Les différentes barrières, ça peut être le sexe, l'âge, le handicap, le lieu d'habitation, l'origine, quand c'est pas tout ça réuni en même temps. Donc voilà, il y a un vrai boulot à mener, à continuer et à pas lâcher. Merci Mustapha. Voilà. Merci pour beaucoup, votre message. merci à vous et bravo encore. Et hommage aux mères de famille. Hein, il va bien falloir qu'on cite quelqu'un qui sont dans des situations parfois très compliquées. J'oublie pas les autres, mais aux mères de famille, principalement, on passe beaucoup à elles. On pense à elles et aux familles monoparentales et tous ceux qui sont en difficulté. Merci. Oui, et tous ceux qu'on oublie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Donc tout de suite, on va passer aux commentaires. Alors, quelques petits commentaires. Alors, on a Isabelle qui demande comment fonctionne une radio parce qu'elle aimerait des cours. Alors, je sais pas si on a vraiment des conseils à donner à Isabelle, parce que ça fait quoi 2 semaines qu'on fait de la radio. Alors, comment fonctionne une radio? Alors, je sais pas, si Juline Ouagère veut y répondre. Ah non, je t'en prie, moi je découvre comme Isabelle. Tu veux y répondre? Moi aussi, je découvre. Bon, pour vous répondre rapidement, Isabelle, c'est en fait la radio, c'est pas vraiment, on va dire, c'est beaucoup de travail parce que vous vous rendez pas compte. On a un petit peu l'impression qu'on est très à l'aise, qu'on est un petit peu en vacances, qu'on s'exprime au micro, mais s'exprimer au micro déjà c'est un vrai travail, c'est beaucoup d'apprentissage. Après voilà, il suffit juste d'avoir une bonne diction et de savoir s'exprimer et comme dirait Pascal Pro, au bout d'un moment, faut y aller, hein. D'accord. On a Christine aussi qui trouve que Charles, tu as une voix sensuelle et demande ton numéro. Bah dis donc Charles. Non, plus sérieusement, on a une question sur la réouverture du marché. Christine. On a Philippe qui demande si le marché va ouvrir, parce qu'à Bure-et-Orsay, c'est le cas. Effectivement, on a vu passer cette information. Oui. Nous ne sommes pas du tout en capacité de vous répondre concernant la ville des Ulysses. On n'en a pas du tout entendu parler. Peut-être qu'on aura des nouvelles informations dans les jours à venir. Mais effectivement, à Bure et à Orsay, effectivement, les marchés ont réouvert. Alors, justement, voilà, je sais pas si, je sais pas, les différentes équipes municipales ou je sais pas, des gens nous entendent, justement, parce qu'on a beaucoup de retours sur ça, sur les marchés fermés. Alors, il faut, juste pour dire, ce serait bien aussi bien nos commerçants que pour les gens des Ulysses que les marchés rouvrent, car la logique que j'ai jamais compris, c'est pourquoi on permet encore aux grandes enseignes d'ouvrir, sachant qu'on touche tous les mêmes bacs qui sont pas beaucoup nettoyés, et que la possibilité de transmission est beaucoup plus grande, et pourquoi les marchés qui sont à l'air libre ne sont pas justement ouverts, alors qu'on peut très bien appliquer une discipline très stricte, d'éloignement, de conditionnement et de gestes barrières. Donc pourquoi pas, enfin je sais pas. Tout à fait. Donc, en attendant, vous pouvez retrouver, on l'a mis dans notre répertoire, vous avez tous ceux que nous avons répertoriés jusqu'ici, ceux qui tiennent le marché habituellement, vous avez leur numéro, s'ils font la livraison à domicile, si vous pouvez passer commande ou pas, n'hésitez pas à regarder pour soutenir justement nos commerçants. Ça se passe toujours sur le Facebook Live de Vivre aux Ulysses. Oui. On a Vincent qui souhaite qu'on encourage les jeunes à faire du cinéma. Effectivement, la culture doit s'entretenir dès le plus jeune âge, on est assez d'accord là-dessus. Oui. On va essayer de promouvoir ça aussi plus tard, quand tout sera décanté, et on vous fera de la pub à ce moment-là. Et dernière petite information avant de prendre justement Laure, on a Nordine qui demande de l'aide pour la maison Vaubrin. Excusez-moi, qu'est-ce que ça a bugué. La maison Vaubrin, c'est un foyer de vie qui accueille des personnes adultes handicapées mentales. Et justement, la maison Vaubrin manque de masques, donc il y a un urgent appel aux dons pour la maison de Vaubrin. Voilà.
Donc voilà, tous ceux qui confectionnent des masques ou ceux qui peuvent, je sais que c'est très difficile en ce moment, mais ceux qui peuvent en donner, parce que vraiment c'est le personnel, c'est ça qui manque de masques en particulier, ou c'est tout le monde? J'ai pas de précision sur l'information, mais en tout cas en commentaire, on va vous mettre l'adresse et les numéros de téléphone justement de la maison de Vaubrin. D'accord, on va tenir au courant de ce qui se passe justement dans la maison Vaubrin. On va essayer justement de voir si on peut les aider du mieux qu'on peut, parce que je crois que ça dépend pas de la ville des Ulysses, je crois, la maison Vaubrin, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça dépend plus de la maison de Bure, mais on va quand même essayer, c'est pas parce que c'est pas dans la ville qu'on va pas essayer justement de se mobiliser pour les aider. Mais bon, pour l'heure, on a notre deuxième invité, alors c'est Laure de la Vaucouleurs. Bonsoir Laure. Bonsoir. Bonsoir. Alors Laure, vous êtes attachée d'administration sur la question des migrants à Évry, c'est ça? C'est bien ça, hein? Absolument. D'accord. Bon, c'est bien, je me suis déjà pas trompé. Alors, donc... oui, vous parlez de vivre ensemble ce soir. Absolument. Alors pour commencer, tout d'abord, en quoi consiste votre profession? Alors ma profession, peut-être vite fait, je dis quel a été mon parcours parce que ça peut préciser aussi mon attachement vis-à-vis de la ville des Ulysses. J'ai été 4 ans responsable des relations publiques du centre culturel, donc et en lien avec le foyer Sonacotra à l'époque, les établissements scolaires, voilà. Ensuite, j'ai été plus de 10 ans coordinatrice territoriale en prévention spécialisée au conseil départemental de l'Essonne. Du coup, donc pour les Ulysses, c'était l'association Hugo Prève. Et puis là, depuis 4 ans, responsable de la question des migrants, donc de l'accueil et de l'hébergement des personnes migrantes, demandeurs d'asile et réfugiés. D'accord. Donc dans la situation actuelle, alors nous n'avons pas trop d'informations concernant l'accompagnement des migrants. Alors qu'en est-il exactement? Alors exactement. Le maître mot, on va dire, en Essonne et dans l'ensemble des départements d'Île-de-France, c'est pas de personnes à la rue. Alors c'est bien évidemment plus facile en Essonne que sur Paris. Et donc avec mes collègues de l'hébergement, puisque moi je m'occupe de l'asile et de l'intégration, mais il y a les hébergements généralistes, on va dire, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait personne à la rue. Donc on a en Essonne créé un site de Covid-19 pour les structures d'hébergement qui ne pouvaient pas confiner les personnes. Donc toute personne qui est atteinte du Covid mais qui nécessite pas une hospitalisation peut être orientée en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, sur un site qui est sur Atis-Mons. Il y a également l'Essonne aussi a déployé un autre site qu'on appelle un site de desserrement pour tout public qui serait à la rue. Voilà, donc pas forcément migrante, parce qu'on est sur l'hébergement de toutes les personnes, mais voilà. Du coup, et il y a, on a essayé donc dès qu'on l'a pu avec les structures d'hébergement, donc de distribuer des masques, des gels hydroalcooliques, et ça se fait de manière régulière. Maintenant, chaque semaine, on a des arrivées de matériel, et donc on livre avec le soutien de la Croix-Rouge française et différentes associations de structures d'hébergement en Essonne. Super. Et pour revenir au thème que vous souhaitiez aborder, quel est votre point de vue sur le vivre ensemble? Le vivre ensemble. Alors pour moi, le vivre ensemble, d'ailleurs, c'est pas déconnecté de mon parcours professionnel, mais aussi personnel. C'est vraiment faire se rencontrer les gens, quoi. On a plein, comme vous le disiez, il y a plein de structures sur les Ulysses. Il y a des maisons pour tous, un centre culturel, un ciné. Il y a un EHPAD, il y a des établissements scolaires. Donc il y a moyen vraiment de se faire rencontrer à la fois les jeunes, les moins jeunes. Je pense qu'il y a moyen aussi de valoriser les richesses culturelles de la population qui est très diverse. Pourquoi pas, je sais pas, faire une connaissance du monde au cinéma des Ulysses quand il rouvrira. Je pense qu'il y a moyen aussi de favoriser tout un système d'échange solidaire. Par exemple, la personne qui maîtrise la rédaction, la langue, comment elle match avec quelqu'un qui va lui faire, je sais pas, enfin un système de troc. Enfin moi j'imagine des trucs comme ça, mais la cuisine, des travaux manuels. Enfin vraiment il y a moyen de mobiliser l'ensemble parce qu'il y a plein de compétences diverses et variées, quoi. Donc je me dis aussi que la fête de la solidarité, il y a moyen de la faire de manière très très ambitieuse sur la ville, quoi. Elle a lieu. On est bien d'accord. Nationale à l'automne. Et il y a moyen de faire vraiment un truc vraiment chouette.
Et puis il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus hasardeux, un peu plus compliqué, mais c'est la question des religions. Moi, où je pense que on a plusieurs lieux de culte sur la ville. C'est comment on se fait rencontrer les gens, comment on se les fait, ils partagent ce qui est de leur religion, et d'ailleurs les non religieux aussi, parce que ça concerne aussi pas mal. Et c'est comment on apprend à se connaître en fait, et puis on arrive à lever des freins intellectuels, voilà. Ah oui, c'est surtout ça. Donc moi c'est ça le vivre ensemble. Voilà. Et puis moi, pour ce qui concerne la question parce que j'ai été en lien avec quelqu'un de l'équipe municipale, de peut-être la future équipe municipale, mais sur les questions de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il y a 100 places là, côté du foyer de travailleurs migrants. Il y a un dispositif aussi à l'appart-hôtel que je contrôle, que je suis, etc. Et donc il y a moyen, il y a des assos très riches aussi sur le plan de l'asile et de l'intégration, et qui peuvent faire des grandes choses, et notamment aussi sur la question de l'ouverture de ce qu'on peut avoir sur les migrants, ils nous envahissent, etc. Des idées que certains peuvent avoir, comment on déconstruit tout ça et on construit ensemble. Voilà comment je vois le vivre ensemble. Et alors juste aussi, vous le disiez, il y a des associations hyper riches. Moi, j'en connais une parce que ma fille est très impliquée. C'est Ensemble pour la solidarité. Oui, ils font des choses extraordinaires. Une association ulyssienne. Ouais, une association ulyssienne de frangines ulyssiennes. Et du coup, elles œuvrent beaucoup à la fois sur les Ulysses, mais aussi sur Paris. Et il y a moyen cette assoce, mais d'autres aussi, de les valoriser, de les soutenir. De les soutenir, quoi. Oui, on a eu l'association Youssef Nazario la semaine dernière, justement, à ce propos. Et justement, c'est quelqu'un qui partage un peu vos valeurs, qui sont justement le vivre ensemble, le respect et surtout le partage. Donc voilà, c'est un très beau message que vous nous avez apporté. Merci beaucoup. Et il y a peut-être aussi un autre message, excusez-moi, du coup. Juste sur le comité de jumelage, c'est comment on réactive ça. Parce que moi, on l'a été impliqué à un moment donné, mais ça c'est... Le comité de jumelage. C'est tari, et je pense qu'il y a moyen de vraiment faire des choses chouettes avec différentes villes. Peut-être Juline pourra vous éclairer. Alors moi non, mais par contre je demande à Emilia de pouvoir répondre en commentaire à la question. Nous n'avons pas l'information, mais je sais que nous avons des personnes dans notre entourage qui pourraient justement en parler. Emilia, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et on y répondra un petit peu plus tard dans l'émission. Très réactive. En tout cas, merci beaucoup Laure pour votre témoignage. On vous souhaite une bonne soirée. Merci et on aussi. espère vous avoir une prochaine fois sur les ondes. Sur les ondes, on est en web, mais bon, c'est pareil. vous m'avez compris. Bonsoir, en tout cas, merci beaucoup Laure. Il est 19h, je sais, il est même 19h02. D'accord. Donc, on va quand même continuer le direct parce qu'on a encore d'autres personnes à appeler. Et une petite information en attendant. À passer. Voilà, Martine qui nous explique que la mercerie des Ulysses est réouverte, la mercerie en centre-ville. Donc voilà, petite information intéressante à savoir. Et d'ailleurs, petite rectification parce que j'ai dit tout à l'heure que la maison Vaubrin n'était pas dépendante des Ulysses. Alors, mea culpa, elle est bien aux Ulysses, elle est même à rue de l'Aubrac, si je dis pas de bêtises, c'est ça ? Elle est à côté de la mosquée et de la piscine. Donc rue de l'Aubrac, merci. Pas très forte au niveau des rues. Parfait, non, mais c'est ceux qui parlent en rue et ceux en bâtiment. Il y a ceux qui connaissent vraiment la ville et il y a les autres. Voilà, c'est comme ça, on fait du Et ça fait partie d'une association, en fait, c'est elle qui gère ADAPI. ADAPI, oui, qui gère justement, qui aide les handicapés... dans leur vie de tous les jours. C'est une association qui est vraiment très importante. Donc voilà, on va essayer de prendre ce problème à bras le corps et de justement on va essayer de rentrer en contact avec eux pour parler de leurs problèmes. S'il y a quelqu'un justement qui travaille auprès de la Maison Vaubrin dans le Facebook Live, qui se manifeste, qui viennent vers nous, et on essaiera justement de mettre en lumière leurs difficultés. Donc voilà. Donc on enchaîne, on a notre prochain invité. Alors Djibril, bonsoir Djibril. Bonsoir les amis. Bonsoir. Alors, vous habitez Les Amants et vous êtes directeur de centre social. Oui. Alors, de quoi voulez-vous nous parler, Djibril, ce soir ? Avant de commencer donc le sujet, je voulais juste saluer tout le monde, tous les auditeurs de la radio. C'est bien saluer gentil. nos excellents animateurs, des trios. Salut à tout le monde. Merci. Voilà. Et puis féliciter cette belle initiative avec la création de cette radio. Il est vraiment un outil de communication et d'échange très, très, très précieux dans le contexte
Ah, Voilà. merci beaucoup. On fait du mieux qu'on peut. Vraiment, on essaye de répondre aux besoins de tous les Et Ulysséens ou puis, même des gens d'ailleurs. Hein. On est écouté aussi par des gens d'ailleurs. Des Parisiens, des gens d'Orsay, de Palaiseau et des villes De Marc alentours. aussi. Partout. Donc voilà. De Donc, quoi voulez-vous nous parler? oui, saluer aussi et magnifier les initiatives qui sont prises par des Égyptiens. Hein, je pense à Youssef, à Dalila, en fait, tous les volontaires donc, qui ont mis en place des actions pour accompagner les habitants dans le confinement actuel. Oui, Voilà, tout à bravo. fait. On les salue encore. D'accord. Voilà. Alors Djibril, juste, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu de votre micro parce qu'on vous entend un tout petit peu de loin? C'est bon là? Ah, parfait. Là, on vous entend mieux. Voilà. Donc voilà. Et Alors, puis, Ramadan Moubarak aussi pour mes amis musulmans. Donc là, bon, c'est la journée. oui, on en profite. Hein. Bon Ramadan justement. On voulait faire en fin d'émission, mais bon, puisque vous nous coupez l'herbe sur le pied, Djibril, il y a pas de souci. Hein. Bon Ramadan à tous les musulmans. Hein. Bon jeûne dans ces conditions un petit peu difficiles. Hein. D'ailleurs, Ager justement pratique le jeûne actuellement. Oui, tout Elle a à le fait. courage justement de nous supporter pendant cette période-là. Donc c'est déjà bien. Voilà, Merci. pour me présenter rapidement, donc Djibril Sarr, nous habitons au Gabon. Oui. En fait, j'habite au Gélis depuis 2000 ans. Je suis arrivé au Gélis, c'était pour prendre le poste de directeur de la maison pour tous le cours dimanche. Donc pendant 6 ans, donc jusqu'en 2007. Et je suis parti des Gélis, c'était pour, en fait, parce que je devais rejoindre l'équipe municipale. Donc j'ai fait un mandat avec l'équipe de Gélis, mais on s'est croisés. D'accord, ouais. Clovis, Aziz et tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, donc je travaille à Bruvin, donc je suis directeur du centre social de Bruvin depuis bientôt 9 ans, au mois de juin. D'accord. Alors justement, on m'informe que vous voulez nous apporter justement votre regard professionnel concernant l'accompagnement des familles. D'abord, première question justement, hein, puisque vous êtes travaillé là-dedans. Alors, quel impact le Covid-19 a sur l'accompagnement social des familles? Alors, donc moi, je vais l'aborder en tant que directeur de centre social, c'est-à-dire dans le cadre de fonctionnement des centres sociaux qui travaillent beaucoup dans l'accompagnement social des familles tout au long de l'année. Je rappelle que les centres sociaux donc, sont au cœur de l'animation sociale de proximité de l'accompagnement social des familles. D'ailleurs, nous avons 2 centres sociaux ici, aux Gélis. Ce sont les NPT. Derrière l'appellation NPT, il faut savoir qu'il y a le label centre social. Ça veut dire qu'il y a une convention entre la caisse d'allocation familiale et la ville des Gélis dans le cadre d'un projet social qui permet aux structures, que sont les NPT, de travailler justement dans l'accompagnement social des familles. Voilà. Donc, les centres sociaux, vous savez, tous les ans, en temps normal, je dirais, à cette période, nous sommes en train de préparer des grands événements comme les fêtes de quartier, la fête des voisins, des sorties culturelles pour les familles. Et aujourd'hui, malheureusement, toutes ces actions ne pourront pas avoir lieu du fait du confinement. Mais justement, donc, que prévoyez-vous de mettre en place pour l'après-confinement? L'après-confinement, je crois qu'il faut la préparer dès maintenant. C'est-à-dire, nous, il y a des choses que nous commençons déjà à mettre en place avec les familles. Mais je voulais d'abord aborder, en fait, toutes les problématiques qui sont recensées aujourd'hui et vous dire après. On vous entend un petit peu mal, Djibril. Excusez-moi. Là, vous m'entendez bien, là? Parlez un petit peu plus près du micro, non? Non. On vous entend pas très bien. Si, bon. Alors, je sais pas si vous êtes en haut-parleur, mais si vous êtes en haut-parleur, essayez de le retirer. Enlève le casque. Ah, d'accord, c'est pour ça. D'accord. Parce qu'on vous entend vraiment de loin. Allô? Allô? Voilà. Oui. Ah ouais, non. Vous m'entendez mieux? Oui, parfait. Ça change tout. Parfait. Hein. On est passé du PSG au Real Madrid. Merci beaucoup, Djibril. Attention à ce que tu dis là. On ne parle pas foot. Je parlais des animations donc, qui n'auront pas lié, donc des animations de proximité dont ont besoin les familles pour sortir un peu de leur environnement familial. Et puis, sur l'été, il y a des séjours familles aussi qui sont toujours organisés avec la CAF, surtout en direction des familles qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas partir toutes seules en vacances avec leurs enfants. Malheureusement, tous ces séjours familles aussi sont suspendus ou n'auront pas lieu. L'été aussi, c'était l'occasion des sorties dans les bases de loisirs,
sorties à la mer, des cinémas en plein air. Ah, tout ça est annulé. Tout ce qui est annulé, oui. Pour renforcer les liens familiaux et partager des temps conviviaux avec les enfants, avec les parents et les enfants. Malheureusement, voilà, comme je vous l'ai dit, toutes ces actions n'auront peut-être pas lieu cette année. Et c'est vraiment pas cet été du moins, mais je pense qu'on pourra toujours penser tous ensemble à organiser justement de nouveaux événements, peut-être un petit peu plus tard, mais effectivement ils sont importants et tant pis. Je pense qu'il faut que ce soit reporté et pas juste annulé. Oui, faut pas cesser à abattre justement par la situation. Justement, il faut qu'on s'adapte à la sortie du confinement, revoir nos pratiques et le fonctionnement de nos structures, justement pour relancer toutes ces activités qui n'auront pas lieu jusqu'au mois de septembre, je dirais. Tout à fait. Merci beaucoup, Djibril. Merci d'avoir été avec nous, tout simplement. Voilà. Et merci aussi pour vos compliments sur la radio. On essaiera d'être à la hauteur de vos compliments. De toute façon, on continue et ce sera, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez avec nous justement, et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation pour votre parcours de directeur de centre social. Bonne soirée, Djibril. Alors. Bon, Charles, ça n'a pas trop plu, ta petite référence au PSG. On sent les commentaires. D'accord, donc je refais un mea culpa parce que visiblement j'ai fait une erreur. Je ne voulais pas attrister les différents supporters du PSG qui nous écoutent, et ils sont nombreux. D'ailleurs, à ce propos, vraiment, je tiens à m'excuser parce que le PSG a quand même réalisé une performance inédite dans son histoire, surtout depuis l'histoire qatari. Il faut noter que c'est la première fois de leur histoire, depuis l'arrivée des Qataris, qu'ils passent le mois de février en Ligue des Champions. Donc ça, franchement, je vous applaudis les gars. Franchement, continuez d'y croire, rêvons plus grand comme on dit souvent. Mais bon, maintenant, il faut concrétiser. N'importe quoi. Excusez. Allez, on passe au suivant, Charles. Oui, c'est de l'espérance. Comme chaque année, ils y croient. Il faut continuer à croire. Il ne faut pas rester inactif pendant le confinement. On a un prochain appel ? On a un prochain appel ? C'est bien ça ? Non, pas encore. D'autres réactions ? Il y a des commentaires, non ? Toujours pas. Bon. On lit. Alors, on me signale que... Tu cherches les problèmes. Je cherche les problèmes. Je vois que... ne soyez pas menaçants, les supporters de Paris. Il n'y a pas de problème. Donc, justement, on parlera de ça à la fin de l'émission, si vous voulez. En attendant, on a le plaisir de recevoir Antoine, anciennement ulyssien du Mal-Laurent, je crois. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Alors, Antoine, vous êtes directeur de à l'école primaire des Avelines. Je ne dis pas de bêtises. D'accord. Bon, c'est parfait déjà, on commence bien. Donc, vous voulez nous parler de la reprise de l'école et de nous donner des informations en exclusivité. Alors, une première question. Qu'est-ce qu'être enseignant et directeur d'école aux Ulysses, et en particulier aux Avelines ? Alors, comme vous le savez, les Avelines, c'est dans une zone d'éducation prioritaire. Oui. Et donc, d'autant plus que dans toutes les écoles des Avelines, qui ne sont pas toutes dans ce quartier-là, c'est de viser la réussite de tous les élèves et surtout ceux qui sont face aux plus grandes difficultés, notamment sociales, ce qui crée de grandes disparités dans l'école. Et donc, on pourrait dire que notre première qualité, tous ces enseignants aux Ulysses et ces directeurs face à ces grandes disparités, c'est l'adaptation, pour qu'on puisse adapter aux besoins de nos élèves et surtout leur créer des parcours qui leur soient adaptés aux plus proches. Voilà. Alors, justement, vous parlez d'adaptation, justement. Alors, avez-vous des informations, justement, pour la reprise scolaire qui va arriver bientôt ? Alors, on a un peu les mêmes que vous, au départ. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il va se passer quelque chose le 11 mai. Ça, c'est sûr. Oui. Pour rassurer tout le monde, les choses se précisent puisque, je ne sais pas si vous avez suivi le dernier fil d'actualité de notre ministre, M. Blanquer. C'est très difficile. Je ne vous cache pas que c'est très difficile. Il nous a fait passer une note, mais c'est public, tout le monde peut y avoir accès, une note qui a été rédigée par le Conseil scientifique et qui donne des préconisations et des prérequis pour que cette ouverture se fasse bien. Et donc concrètement, la reprise c'est bien pour les CP et les CM2 en premier, à partir de la semaine du 11, donc sans doute pas le premier jour, le lundi 11, parce qu'il va sans doute ce jour-là, ce premier jour va nous servir pour les enseignants des Ulysses à préparer au mieux cette rentrée. Et à partir du 25 mai, si le calendrier ne change pas, et si je ne me trompe pas, c'est plutôt les autres classes qui vont rentrer aux écoles primaires.
D'accord. Alors justement, vous nous parlez de la rentrée. Alors la principale interrogation qui vient aussi, c'est comment justement faire respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières aux enfants. Ah, ça, pour nous, ça va être un grand défi, on va dire. Je pense que les familles ont dû déjà beaucoup travailler pour nous et on est une bonne équipe. À mon avis, tout ce qu'elles ont pu déjà dire à leurs enfants va nous servir dès la reprise. Mais c'est sûr que ces gestes barrières, c'est la base. Maintenant, chaque école, chaque groupe scolaire, chaque équipe va avoir on va dire, des situations qui seront différentes. Et donc, c'est notre capacité d'adaptation là qu'il va falloir prendre en compte, puisque vraiment pas mal de choses vont changer, les déplacements dans l'école, les plans de classe. On va être face à un grand défi. Ce qu'il faut dire aux parents pour les rassurer, c'est que tout le monde est en route pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, justement... On ne pourra pas accepter qu'on soit en défaut de sécurité, d'hygiène, et qu'on propage un virus alors que normalement on doit tout faire pour que ce virus ne se propage pas à cause de l'école, par exemple. Alors justement, on en parlait aussi la semaine dernière. Alors tous les élèves ne sont pas égaux justement à l'accès à l'accès au savoir. Alors comment seront justement comblés les éventuels retards accumulés par les élèves? Alors pareil, pour rassurer les parents, dans toutes les écoles de France, les niveaux des élèves sont répartis par des cycles, c'est-à-dire que les classes ne sont pas découpées une à une avec des niveaux à acquérir en fin de chaque niveau. En fin de CP, je dois savoir faire ça, en fin de C20, etc. Oui. Les besoins des élèves sont déjà pris en compte en fonction de leurs difficultés. Maintenant, c'est sûr qu'on parle de retard puisque on nous a retiré quelques semaines de travail avec nos élèves. Comment les rattraper? Grâce au mois de mai qui va se mettre en route, où on va vraiment focaliser sur les fondamentaux. On va essayer de choisir des élèves qui en ont le plus besoin. Évidemment, c'est sur la base du volontariat pour les familles de revenir à l'école. Mais si on peut cibler les élèves qui en ont le plus besoin, on le fera. Ils seront prioritaires. Si les groupes sont trop grands, les élèves prioritaires sont les élèves qui ont le plus de difficultés. Et donc, à partir de là, on pourra reconstruire les fondamentaux de ces élèves-là. Il faut savoir que c'est un peu comme les adultes. Lorsqu'on n'a pas fait quelque chose pendant un mois ou deux, on arrive à le réactiver quand même. Si c'est des nouvelles connaissances, évidemment, c'est plus long à acquérir. Et donc, là, les enfants de CP auront 4 ans jusqu'en CM2 pour rattraper tout ça. Évidemment, on pense vraiment que ça sera rattrapé avant. Hein. Et par contre, le point le plus sensible, c'est les CM2, où la passation entre le premier degré et le second degré devra être très précise. Important. Alors, quel message avez-vous à faire passer aux parents d'élèves de l'école ? Alors, ça peut s'adresser un peu à toutes les écoles, je pense. Donc, on peut vous donner un petit calendrier de ce qui se passe pour que vous sachiez où est-ce qu'on en est. La semaine prochaine va être décisive dans ce qui est des rencontres avec les partenaires, c'est-à-dire avec notre inspecteur, qui lui a des préconisations pour son territoire, mais aussi avec la mairie, qui va nous donner un petit peu la manière dont elle pourra nous aider à accueillir au mieux les élèves. Et enfin, tous les parents, donc on va essayer de les prévenir le plus rapidement possible sur ces modalités. Mais dans un premier temps, on va sans doute s'adresser aux parents élus qui vont nous aider à faire que l'accueil sera accepté par tous par rapport à tout ce qui pourra être proposé. C'est-à-dire que la première boucle sera les parents élus qui pourront donner des avis sur le mode d'accueil. On a une question en direct de Morgane qui demande s'il y aura des conséquences si on ne met pas ses enfants à l'école après le 11 mai. Aucune conséquence, puisque c'est sur la base du volontariat. Il y aura une capacité de professeurs pour des élèves qui seront accueillis dans les écoles et des professeurs qui aideront à faire le suivi en extérieur comme on le faisait actuellement. Maintenant, tout va dépendre des moyens qu'on aura et du nombre de familles. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement si ça va être sur le même rythme que ce qui existe aujourd'hui, tous les jours, ou s'il va y avoir des sortes de rencontres tous les 2 jours. Ça, je ne peux pas vous dire, mais normalement, il n'y a pas de pénalité. C'est sur la base du volontariat, ça a été dit par notre président. Donc, il n'y a pas d'obligation d'envoyer son enfant à l'école. D'accord. On a un dernier petit commentaire. Alors, on a même plusieurs commentaires, parce que visiblement, vous faites un succès, Antoine, ce soir. On a un premier commentaire d'Isabelle, qui demande à être invitée à la fête de l'école des Avelines. Donc voilà.
Et elle ajoute d'ailleurs que le bruit des enfants des écoles en bas de sa tour lui manque. Alors un petit peu comme tout le monde, hein. C'est vrai qu'entendre les rues silencieuses, c'est compliqué. Donc voilà. Donc, il y avait une autre question ? Non, du tout. Ah d'accord, ok. Excusez-nous Antoine, allez-y. Non, pour moi, c'était bon. Si on arrive à faire une fête à l'école des Abbines, je penserai à cette Isabelle. Je ne sais pas qui c'est. C'est une fan de Charles. Mais on a Nordine aussi qui demande que le 14 juillet mette à l'honneur les personnels soignants, les agents d'entretien, les livreurs, les salariés de la grande distribution, les rippers, les travailleurs sociaux, les enseignants, les pompiers. Oui. Donc pourquoi pas faire une grande fête aussi à cette occasion. D'ailleurs, je tiens à rappeler que la semaine dernière, on a lancé l'idée. Oui. Lancer une grande fête au niveau de la ville. Au Parc Nord. Au Parc Nord. Du grand déconfinement. Ce sera le grand déconfinement des Ulysses. On ne sait pas encore comment ça va s'appeler, mais on va s'appeler comme ça. Je pense qu'Antoine, on va vous mettre dans la boucle également, parce que vous avez l'air d'avoir de bonnes idées là-dessus. Une fête là-bas, après tout ce temps qu'on passe, ça peut être une bonne chose. Ah bah oui, juste histoire même, voilà, ce sera sur le thème justement, pour rendre hommage, on va prendre l'idée de Nordine et d'Antoine justement, pour rendre hommage justement à tous les personnels enseignants, mobilisés, que ce soit les infirmières, les éboueurs, les caissières, tout le monde, tous ceux qui continuent de travailler, tous ceux qui justement font en sorte que le pays permet de fonctionner justement. On essaiera de faire une grande fête justement pour vous rendre hommage. Donnez-nous nos idées justement, donnez-nous vos idées sur le Facebook Live, hein, on attend toujours, hein. On est toujours preneurs. Et Isabelle dit qu'elle sera à Safnet le jour de la fête pour se présenter auprès d'Antoine. Ah non, ce jour-là vous descendez Isabelle, hein. Je suis désolé, vous serez pas plus en confinement. On sera plus en confinement normalement, le plus tôt. On accueillera Antoine. Bon on vous remercie en tout cas Antoine, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci beaucoup également. Voilà, c'est la fin les amis, c'est la fin, on est arrivé juste à la fin, on est arrivé au bout de l'émission. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis, continuez à nous commenter, à nous liker, à nous partager. On se donne rendez-vous dimanche prochain sur le média qui vous donne la parole, la web radio ulyssienne. Vivre aux Ulysses, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.